Aborder le deuxième sujet d'urgence, puisqu'on va parler des fractures de côte de la part de notre ami Pierre-Emmanuel Falcoz et de l'équipe de Strasbourg, Hollande, Santelmo, Steb et Gilbert Massard, qui vont nous parler de l'ostéosynthèse pour fractures costales multiples, base factuelle, expérience chirurgicale. Il faut savoir que les fractures de côte multiples, c'est un sujet qui est très controversé. Beaucoup de gens, et en particulier les réanimateurs, ont souvent considéré qu'il ne fallait pas les opérer. N'importe qui a fait un peu d'orthopédie pense qu'une fracture, ça se réduit et qu'il vaudrait mieux réduire les fractures de côte, surtout quand elles sont déplacées et multiples. Aujourd'hui, l'apparition de nouveaux matériels beaucoup mieux tolérés, plus faciles à poser, etc., en termes d'ostéosynthèse costale, ont fait que c'est un sujet qui est beaucoup discuté, en particulier dans notre société de chirurgie thoracique. Pierre-Emmanuel Falcoz a une grande expérience de la question, ainsi que l'équipe strasbourgeoise. C'est à toi. Bonjour à tous, je vous remercie de nous avoir fait l'honneur de nous inviter. Voilà, alors dans le quart d'heure qui va suivre, je vais vous présenter le topo là, sur l'ostéosynthèse. On va voir les bases factuelles. 10 minutes serait mieux qu'un quart d'heure. 10 minutes, allez, soyons fous. L'expérience chirurgicale et on présentera également un petit peu le matériel. Alors, sur quoi on s'est appuyé à Strasbourg pour la réflexion sur l'ostéosynthèse? Eh bien, on s'est posé quelques questions. Est-ce que le fait d'avoir une fracture de côte induisait une morbie, voire une mortalité? Eh bien oui, on a repris des données de traumatologie. Pour être assez succinct, 180 000 patients qui ont un score de gravité assez important. Il a été montré sur ces patients que le fait d'avoir des fractures de côte et d'être âgé de plus de 45 ans, il y avait un risque de décès. Ce qui était dit aussi entre les lignes, c'est que 55% des patients de plus de 60 ans qui décédaient d'un traumatisme du thorax n'avaient que des fractures de côte. Donc c'est un problème qui peut être parfois minoré, mais qui est grave. Alors, premières expériences, retour d'expérience, donc sur cette base de données, il y a une équipe là, qui s'est intéressée, plus de 45 ans, et ils ont classé en différents nombres de fractures de côte. En clair, ceux qui avaient plus de 4 fractures de côte, eh bien, ils avaient une durée de ventilation plus importante, de séjour hospitalier ou de séjour aux soins intensifs plus important, et voire même, il n'y avait qu'un décès, ils avaient tendance à plus mourir. Alors ça, dit autrement, plus de complications pulmonaires, durée d'intubation plus importante, c'est ces gens-là. Fort de cette constatation, ils se sont dit, bon, on ne fait pas très bien, alors on va faire un cheminement clinique autre et on va comparer nos résultats. Donc ils ont pris leurs patients de plus de 45 ans, plus de 4 fractures de côte, et ils les ont étudiés comme ils faisaient avant, et après c'est-à-dire après cheminement clinique, et c'est-à-dire approche multidisciplinaire. Eh bien, approche multidisciplinaire, au bout de 150 patients, la durée de séjour était diminuée, la durée d'hospitalisation était diminuée, le nombre de pneumopathies également, et la mortalité tendait à être diminuée. Clairement, c'est donc une pathologie qui, la fracture de côte, en soi, induit une morbimortalité. Ok, alors maintenant qu'on l'a constaté, qu'est-ce qu'on en fait de notre volet costal? Est-ce qu'on le stabilise chirurgicalement ou est-ce qu'on fait une intubation endotrachéale, une ventilation prolongée? Alors là, un petit peu d'iconographie. Il n'y a pas beaucoup d'articles et d'études contrôlées, randomisées, qui se sont intéressés à ce sujet-là. Il y en a 3, tout est pour tout. Alors la première, 2002, 37 patients qui avaient un volet qui ont été randomisés à J5. Il y a un petit biais en stabilisation ou, chirurgicale ou pneumatique, traitement médical. C'est évaluation rapide. Le groupe chirurgie a moins de complications en termes d'infection, durée de séjour moins longue, hospitalier aux soins intensifs et moins de trachéotomie. Alors, pareil, plus à distance, meilleure capacité respiratoire, meilleure capacité vitale. Et ce qui est très important, c'est que les gens opérés retournent, qui peuvent être des gens jeunes, souvent des gens jeunes, retournent plus vite au travail. Autre étude
Alors celle-là, elle a des biais de sélection. Enfin bon, sur 10 ans, 427 traumas, 64 volets, 26 ont été stabilisés, 38 chirurgicalement, 38 par stabilisation automatique. On ne sait pas trop comment ils ont fait leur sélection, mais il n'empêche que les résultats sont en faveur de la chirurgie, là encore. Plus récemment, une autre étude, une vraie étude qui était montée pour ça, 40 volets, étude contrôlée randomisée, avec un traitement chirurgical dans le groupe 2, un traitement conservateur groupe 1. Là encore, résultat en faveur de la chirurgie. Donc au point où on en est, on peut résumer que les volets, la stabilisation chirurgicale, ça réduit la mortalité, ça diminue la morbidité, notamment les infections, diminue la durée de séjour. Donc quand on regarde un peu les études anglo-saxonnes, ils sont très attachés à ça, a été réputé comme étant coût efficace. Et pour certains, ça améliore également les résultats fonctionnels et esthétiques. À la thoracotomie, très rapidement, certains ont proposé dans les fractures postérieures de faire des approches postérieures. Il y a quelques, c'est plus que des case reports, mais ce n'est pas tout à fait des séries rapportées. Plus important, ce serait une approche mini-invasive quand on a une fracture, un traumatisme pariétal sans contusion sous-jacente. On peut passer de ça, le grand abord classique assez large, et on peut, sur des données scanographiques, faire des abords ciblés, avec scanographique ou en repérage à la palpation, voire une approche en vidéo, en thoracoscopie, on repère la zone déhissante et par transillumination, on va inciser directement dessus. Voilà le dernier, voilà le dernier un petit peu point philosophique, ce qu'on peut proposer. Alors, nous, on a fait une petite étude sur non pas les volets, mais les fractures costales multiples sans volets, une étude avec revue de la littérature, pour laquelle on a également prouvé qu'il y avait un bénéfice à opérer ces patients. Alors, maintenant, pourquoi on s'est intéressé à tout ça? Parce qu'au fil des années, des décennies, le matériel s'est petit à petit amélioré et on a maintenant à notre disposition un matériel avec un ancillaire plutôt bien fait qui permet de répondre à ce besoin. Alors, ce matériel, c'est quoi? Eh bien, c'est des agrafes métalliques ou clips qui font, comme on le voit ici, pour la fracture simple. Alors, ces clips, ils peuvent être de différentes tailles. Il y en a des longs, et il y en a des plus gros. En Alsace, on a quand même des gars assez costauds, notamment, et pour les parties antérieures, à la jonction chondrocostale, certaines fois, ils sont le bienvenu. On a également à notre disposition des barres de connexion, des attelles agrafes, avec des barres de connexion. Ça s'utilise plutôt quand il y a un troisième fragment ou des pertes de substance. Ce matériel, rapidement, il est en titane, avec donc les avantages classiques du titane, l'absence de sensibilité aux infections. C'est quelque chose qui a une belle mémoire mécanique. Pardon. Une belle mémoire mécanique, ça fait qu'on peut refaire une conformation thoracique intéressante. Et surtout, ces agrafes, on peut passer des scanners et des IRM sans artefact. Alors, on va passer vite sur l'ancillaire. Il n'y a rien, c'est un truc assez classique. Hein. En pratique, quand on a un traumatisé thoracique, en 2 mots, analgésie épidurale recommandée. L'incision, comme on l'a vu, on peut faire quelque chose d'assez large ou, en fonction des zones de fracture, quelque chose de plus conservateur. Il est de bon ton de faire une toilette pleurale, d'aller inspecter la cavité pleurale, soit en thoracotomie, soit en thoracoscopie. On met en place nos drains, et une fois que tout ça est fait, on va faire la réparation de la paroi, ce pourquoi on est venu, donc l'ostéosynthèse, avant tout les côtes basses, dites côtes diaphragmatiques, et la réparation des 3 premières est plus optionnelle. Le but de tout ça, c'est de remettre le patient sur pied, de l'extuber rapidement. Alors voilà, des vues péropératoires avec la côte qui est sur la fracture qui est préparée, puis l'agrafage avec le matériel, un petit coup de davier et l'agrafage multiple. D'autres vues. Alors, le nerf intercostal. Oui, attention aux petites dents de l'agrafe. Mais comme vous le voyez sur ce schéma, si on respecte bien la procédure, je dirais,
on ne doit pas léser le nerf intercostal. Hein. D'ailleurs, on le constate parce qu'une fois que les patients sont sur pied, le taux de la douleur diminue très rapidement. Sur pied et anesthésie épidurale enlevée, bien évidemment. Voilà ce que ça donne une fois que l'agrafe est mise, en théorie. Voilà une approche un peu conséquente, on va dire. Ça, c'était la réparation d'un volet sur 5 mois après un traumatisme. Le gars est venu très tardivement, mais il persistait le volet avec une pseudarthrose. Voilà ce que ça peut donner du point de vue radiologique, nos petites atellographes. Encore une vue chirurgicale, ça passe assez vite. Voilà une vue de face. Avec là, on avait sorti l'artillerie lourde. Hein. C'était un peu laissé aller. Ici, une reconstruction 3D au scanner. On était à 3-4 mois. Hein. Alors, il me reste 30 secondes pour vous parler d'expérience strasbourgeoise. Donc, début d'année 2010, on s'est dit, bon, on ne voyait pas trop de traumatologie thoracique. On s'est dit, bon, voilà, comment on peut faire les choses. Fort d'analyse de la littérature, on a proposé une discussion multidisciplinaire avec les réanimateurs, les urgentistes, et puis nous, évidemment. Et on s'est initialement focalisé sur ce qu'on avait trouvé dans la littérature, donc les patients de plus de 45 ans et plus de 4 fractures de côte, pour tenter de passer de ça à ça. Alors, voilà un petit résumé ultra rapide des résultats. En 2 ans et demi, on a eu 71 patients, des hommes avant tout, 55 ans d'âge moyenne, qui étaient relativement comorbides, hein, qui avaient de la bronchite chronique, et qui avaient, comme on avait des patients assez âgés, qui avaient une morbidité cardiovasculaire. 41 avaient un vrai volet, et d'autres avaient des fractures de côte sans volet. On y tient à ça aussi. 8,3 fractures en moyenne vues au scanner, ça vaut ce que ça vaut, et des lésions associées dans un nombre non négligeable de cas. Alors en post-opératoire, on a eu des complications, hein, ouais, on n'a pas pu éviter toutes les pneumopathies, évidemment. On a eu même 2 défaillances respiratoires chez des patients de SDRH, chez des patients qui étaient fortement contus. Bon, voilà. Alors, durée moyenne de séjour sur notre population, 15 jours, 2 à 52. Mais on voit que clairement, il y a ceux qui vont aller bien tout de suite, qui sont ventilés moins de 24 heures, et puis ceux qui restent avec une ventilation prolongée. Alors ceux qui sont les 44 qui sont restés ventilés très peu, durée de séjour très courte, hein, et peu de complications. Ceux qui sont restés ventilés plus longtemps, eh bien évidemment, durée de séjour plus longue, complications inhérentes, notamment à la ventilation prolongée et pneumopathie infectieuse. Du coup, on a essayé de cibler les patients qui étaient ventilés, qui pouvaient être ventilés de plus de 24 heures. Et qu'est-ce qu'on a trouvé sur nos 71 patients? On n'a pas une grosse série. Eh bien, c'est ceux qui avaient des lésions extrathoraciques associées et ceux qui étaient contus. Ça, quelque part, ça fait du sens. On s'est également intéressé aux gens, aux patients qui étaient comorbides. Évidemment, plus on est comorbide, plus c'est difficile. Et plus on a et ceux qui avaient de la bronchite chronique également s'en sortaient moins bien. Alors, 2 dernières diapos. Un petit peu d'avenir, d'évolution, je dirais. On s'est également intéressé à ceux qui avaient de la pseudarthrose, patiente qui tombe dans le bus, qui se fait 2 petites fractures de côte, 70 ans, elle est vue aux urgences, ça va bien aller madame, 3 semaines dentalgiques, hop, et puis elle revient, 1 mois et demi, 2 mois après. Elle a de la douleur, elle a une paroi, quand elle se penche, ça fait crack. Qu'est-ce qu'on fait de cela? On nous a posé la question. Eh bien, on a décidé de les opérer en débridant la pseudarthrose et en leur faisant une chirurgie ciblée avec notre matériel. On a une petite expérience de ça, ça marche plutôt bien. Et puis, la personne âgée, donc traumatisme minime fréquent, il tombe, sans contusion sous-jacente, fréquemment associé à de la BPCO, et on sait que c'est un facteur de risque d'aggravation, donc c'est une situation à haut risque. Eh bien, eux aussi, on a relativement tendance, même s'ils n'ont pas le volet, avec fractures de côte multiples, à partir de 3 fractures de côte, à leur proposer une chirurgie. En conclusion, eh bien, comme diraient nos amis canadiens, ça fait vraiment du sens d'opérer de faire une ostéosynthèse. Pourquoi? Parce que ça améliore les résultats immédiatement, la douleur, clairement, la pneumopathie, il y en a moins. Il faut essayer de trouver les patients chez qui ça va être intéressant, et notamment ceux qu'on pense pouvoir extuber rapidement. Évidemment,
opérer quelqu'un qui a déjà un traumatisme crânien qu'on va laisser intuber 3 semaines, qui a 3 fractures de côte, ça fait, là vraiment, c'est un non-sens. Il y a également, on a montré un bénéfice à moyen et à long terme, notamment en termes de retour au travail. Et pour nous, ce matériel, c'est notre option. Voilà, toute l'équipe de Strasbourg vous salue et vous remercie de votre attention. Merci Pierre pour ce bel exposé. J'ai demandé à un chirurgien orthopédiste, notre ami Thierry Béguet, de venir commenter ce papier. Thierry. Merci Dominique, Monsieur le Président. Alors, je voudrais d'abord évoquer que j'étais très intéressé par la communication, étant le président de la Société française de traumatologie ostéo-articulaire, encore de l'os, donc c'était intéressant. Mon propos est en fait de faire différencier les volets thoraciques, qui de longue date sont une bagarre entre les réanimateurs et les chirurgiens sur les stabilisations, entre les ventilations mécaniques positives et effectivement les stabilisations. Mais l'intérêt de votre travail est de rapporter ou d'étendre vos indications à des fractures, mais avec un seuil sur 4 côtes. Alors, votre communication est extrêmement attrayante, voire même convaincante. Néanmoins, je voudrais poser un certain nombre de questions. La problématique semble fixée exclusivement sur le problème osseux. Or, les publications que l'on trouve sur le sujet parlent également de l'influence de l'acte chirurgical sur la libération pleurale, sur l'intervention en endo-thoracique, à la fois sur le parenchyme, si j'ai pu comprendre, et sur la partie pleurale. Or, dans votre communication, vous n'en parlez pas, ou très peu. On a l'impression que le seul problème est le problème osseux, et qui semble être rapidement réglé. Le deuxième point, c'est que lorsque l'on refait également la littérature, nous apercevons qu'il y a aussi des solutions aujourd'hui avec des ostéosynthèses endomédulaires, vidéo-assistées, par un système de broches ou d'aiguilles qui traversent. Votre choix se fait vers une stabilisation exo-osseuse, avec des abords assez extensifs. Donc quelle critique faites-vous sur les montages endomédulaires costauds qui ont la faveur, je crois, des Japonais, de ce que j'ai pu comprendre. Le point qui est le plus intéressant, je trouve, c'est votre discussion multidisciplinaire, dans laquelle les urgentistes et les réanimateurs sont intégrés. Or, il n'apparaît pas dans votre présentation quels sont les critères de choix vers une solution de réanimation versus une solution exclusive de chirurgie, savoir si tous les patients ont été inclus dans votre travail, donc est-ce que c'est un travail prospectif exhaustif, ou est-ce que vous avez exclu un certain nombre de patients? Enfin, le dernier point, dans votre travail, vous avez intégré les patients ayant une fracture avec un âge de plus de 45 ans, plus de 4 côtes. J'ai cru comprendre que lorsqu'on prenait quelques décades, on diminuait le nombre de côtes nécessaires pour être opéré. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu votre algorithme actuel? C'est 4 côtes 45 ans, 3 côtes 50 ans, 2 côtes 60 ans, 1 côte 70 ans. Moins c'est cher. Voilà, donc la question est posée. Voilà. Et ma question est effectivement, et là nous côtoyons un sujet commun, ce problème aujourd'hui que pose la gérontotraumatologie avec des gens de plus en plus âgés, ayant des décompensations très rapides en rapport avec un traumatisme minime. Et ma question est également satellite. Quel est votre bilan initial des traumatismes thoraciques pour permettre d'identifier ce type de lésion? Des auteurs coréens récents nous ont soumis à notre revue des solutions avec des scintigraphies osseuses systématiques pour identifier les fractures de côte passées inaperçues. Vous évoquiez ce problème-là sur la pseudarthrose. Est-ce qu'il ne faudrait pas que tous les patients âgés ayant un traumatisme thoracique aient une scintigraphie osseuse? Voilà quelques questions premières que m'inspire votre travail. Je vous remercie de toutes ces questions. Je les ai notées là. Je vais essayer d'y répondre point par point. Oui, c'est vrai, là, en 10 minutes, je n'ai pas pu, enfin un quart d'heure, m'étendre, mais il y a un point important pour lequel on s'est déjà chamaillé au sein du service. Quand on a commencé à faire des vidéos, on s'est posé la question d'aller dans le thorax ou pas. Et on a discuté un moment, on maintient le fait d'aller, quand il y a eu un traumatisme, d'aller voir ce qui se passe dans le thorax. Alors, en vidéo ou en ouvert, mais on va voir, on fait la toilette pleurale, on va quand même jeter un petit coup d'œil à gauche sur l'isthme aortique, enfin, on regarde les choses. On peut évacuer un épanchement cloisonné, voilà, et on draine. De toute façon, ça c'est important.
c'est fait systématiquement. Qui est ou non avant un hémo ou un pneumothorax, on va voir dans la cavité, on met un drap. Et après, on s'occupe de notre paroi. Alors, l'autre avantage de s'occuper également des tissus mous, c'est d'évacuer un hématome qui peut toujours secondairement s'infecter, notamment. Mais la toilette pleurale systématique. Alors, les autres systèmes, il y a un système que certains utilisent en France, qui est un système, je ne connais pas le nom commercial, mais à base de vis. Les vis, vous le savez mieux que moi, sur un os, sur des petites côtes de femmes âgées, en ostéoporose, ça ne tient pas forcément très bien. D'autant plus que c'est des malades maintenant qu'on essaye d'opérer, on a du mal à les placer dans le programme opératoire en réglé, donc on les fait la nuit. Voilà. Avec ça, c'est très simple, comme ancillaire, clac, clac, trois coups de pince. Les vis, c'est beaucoup plus difficile à mettre, de ce que j'ai compris, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place. Il existe effectivement ces systèmes d'agrafes endomédulaires, j'en ai pas l'expérience, je ne sais pas. Ça, vraiment, je ne les connais pas. Je ne sais pas si c'est très simple à mettre en place. Qu'est-ce qu'ils font quand il y a un troisième fragment? Est-ce qu'ils laissent un petit bout de ferraille au milieu? Je ne sais pas, je ne connais pas. Alors non, là, très humblement, on est parti de l'analyse d'un choix multidisciplinaire. Maintenant, on ne va pas aller tous les matins en réa pour voir si tous les malades, on nous les présente. J'en sais rien. Je pense qu'on en a beaucoup, parce qu'avant, on n'en avait pas, pas ou peu. Maintenant, on en a beaucoup plus. On nous appelle, des fois, on dit non. Je ne sais pas si on nous appelle... s'il y a des patients qui ont été auto-exclus, clairement, ceux qu'on ne prend pas, c'est le patient qui a le traumatisme thoracique, le traumatisme crânien qui va être intubé longtemps, celui-là, on ne le prend pas. On peut y revenir secondairement, et là c'est plus difficile, si au bout de 3 semaines, le gars commence à être réveillé et qu'il respire comme une savate avec un volet qui est passé inaperçu. À ce moment-là, on peut être amené à reconsidérer l'indication. Oui, là encore, humblement, on est parti de 45 ans, plus de 4 côtes, c'était écrit dans la littérature, c'était comme ça. Puis très rapidement, on a dévié. Il y avait des gars de la soixantaine, très en forme, qui se tombent en VTT sur le guidon, ils se pètent 3 côtes. La personne, qu'est-ce qu'elle veut faire? C'est retourner faire du vélo, c'est retourner au boulot, les laisser 1 mois et demi avec de la douleur, alors qu'on sait... fort de la petite expérience qu'on avait eue qu'en 15 jours, 3 semaines, on pouvait régler le problème, on les a fait, ceux-là. Et puis on s'est laissé aller, on a glissé, et on n'a pas vraiment d'algorithme. Là, c'est la discussion au staff le matin, au cas par cas. Ou des fois, on apprend que la nuit, y en a un qui a été fait avec 3 fractures, fractures de côte multiples. Voilà. Et oui, ça, chez les patients âgés, effectivement, je ne sais pas si je vais retrouver, il y a une vraie prévention par ostéodensitométrie. L'accès à la scintille osseuse, c'est difficile. À la scintille osseuse en urgence, c'est encore plus difficile. Mais il y a certainement quelque chose à faire c'est ces gens-là. Hein. J'espère avoir répondu à peu près à vos questions. Est-ce qu'une question? Je ne sais pas si c'est éthique, mais est-ce qu'il ne serait pas pertinent de faire, donc, puisque vous faites un abord endothoracique systématique, une série avec uniquement le lavage pleural, le traitement endothoracique sans agrafage, et l'autre série avec agrafage pour savoir si vous diminuez votre hospitalisation? Parce que là, on ne sait plus très bien si c'est le temps endothoracique qui améliore les patients ou si c'est le temps... Alors, voilà, c'est interrogatif. C'est une bonne question. On essaiera d'y répondre dans 2 ou 3 ans. Merci à tous les deux. Merci Thierry Béguet de nous avoir rejoints. Merci d'être venu de Strasbourg. On va passer tout de suite à la 3e communication. Merci Corinne, qu'on applaudira tout à l'heure également. Karima